Maurice Duménil est né le 25 février 1904 à Suresnes, donc dans les Hauts-de-Seine, dans le 92. La famille Duménil est plutôt modeste. Ce sont des artisans qui travaillent la laine, ils font ce qu'on appelle du cardage, c'est-à-dire qu'ils démêlent les fils du textile. Le père de Maurice décède à 38 ans, intoxication, après avoir inhalé des produits chimiques industriels. Et donc il laisse derrière lui une veuve, 3 enfants, dont Maurice, qui n'a alors que 7 ans. Maurice Duménil est un bon élève. Sa mère, qui se trouvait, comme on l'imagine, dans une situation financière un petit peu compliquée suite à la mort de son époux, encourage son fils à réussir, et donc Maurice obtient une bourse d'études, et il étudiera à l'école Fauvel, qui est une institution privée pour jeunes gens située à Neuilly. Après son passage à l'école Fauvel, on le retrouve à 18 ans comme ajusteur-monteur aux ateliers de moteur d'études de M. Louis Blériot. Et donc pour ceux qui ne savent pas, Louis Blériot est un entrepreneur emblématique de la construction aéronautique française. Il fonde sa première usine en 1915, du côté de Suresnes, donc la ville de naissance Maurice Duménil, ce qui là pour le coup facilite les rencontres. Les usines sont proches d'un aéroparc qui a été construit par Blériot lui-même. On le retrouve les 3 aspects liés à la construction aéronautique, à savoir la formation des employés, les essais du matériel et le spectacle, évidemment, destiné au grand public. A noter que Louis Blériot avait traversé la Manche, seul, aux commandes de son Blériot 11, à l'époque où c'était un événement historique, parce que c'était tout simplement la première fois qu'un homme traversait la Manche en avion. Le Daily Mail, le journal britannique, titre « L'Angleterre n'est plus unie ». Bon, au départ, comme beaucoup de pilotes de son époque, Duménil est donc surtout un mécanicien. D'abord, un mécanicien. Et on va le voir plus tard, mais au début de l'aéronautique, c'est absolument incontournable de maîtriser l'entièreté du fonctionnement de son avion. Vous verrez que c'est ce qui vous sauvera la vie. Et donc, fort de cette expérience de mécanicien, Maurice Duménil devient, à 19 ans, élève, pilote, boursier de l'école Farman. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Farman est un autre grand nom de l'aéronautique française, et également le nom de 3 frères, Dick, Henri et Maurice Farman. Donc au départ, ce sont 3 pilotes devenus constructeurs d'avions. Par la suite, les frères Farman ont ouvert un certain nombre d'écoles de pilotage en France. Ils se sont évidemment imposés dans le paysage de l'aéronautique française. On décompte environ 131 écoles, pardon, 131 élèves dans l'école de Maurice Duménil. Et on peut y suivre une formation militaire, en tourisme, transport public, pilotage de lieu. Donc vous l'aurez compris, Duménil a eu une excellente formation de pilote et de mécanicien, Farman et Blériot étant 2 grands noms de l'aventure aéronautique française au début du XXe. Petite photo d'archives que vous pourrez retrouver dans les vitrines à l'entrée. Donc avec ce joli CV, il va vivre une autre grande aventure française, un peu plus mouvementée, très connue, l'Aéropostale. Alors la Compagnie Générale de l'Aéropostale est une ligne aérienne transatlantique. Son objectif est assez simplement en fait, de livrer le courrier et de transporter des passagers de la France à l'Amérique du Sud en passant par l'Afrique. Bon, a priori aujourd'hui le concept paraît un peu simple, mais imaginez qu'en 1927, ce genre d'idée tient plus du rêve que de la réalité. Et donc c'est M. Pierre-Georges Latécoère, un entrepreneur français, qui en a eu l'idée au départ, en 1918. Et pour que vous voyez à quel point le projet paraissait complètement fou, voici ce qu'en disait Latécoère lui-même. J'ai refait tous les calculs, ils confirment l'opinion des spécialistes, notre idée est irréalisable. Il ne nous reste qu'une seule chose à faire, la réaliser. Cette idée, il l'a réalisée, vous en doutez. Le premier vol de l'Aéropostale a eu lieu le 25 décembre 1918 entre Toulouse et Barcelone. Les premières lignes sont Toulouse-Casablanca, Casablanca-Dakar et Recife-Rio au Brésil. Donc en pointillé, vous voyez les lignes projetées, donc celles qui n'ont pas véritablement existé. Donc on remarque qu'il devait y en avoir une en Guyane qui n'existera jamais. Alors pour que vous compreniez pourquoi les spécialistes disaient que c'était impossible, il faut se remettre un peu dans le contexte du début de l'aviation en France. Déjà, s'écraser dans le désert était très courant pour les pilotes de l'Aéropostale. D'ailleurs, les nouveaux pilotes de la compagnie devaient d'abord faire ce qu'on appelle le Royal Candidly, à savoir la maintenance des avions au sol. Maurice Duménil est donc embauché en 1927 par l'Aéropostale. Voilà. Donc elle indique qu'il a accumulé 300 heures de vol à l'âge de 23 ans, ce qui est plutôt pas mal. Il parle allemand et qu'en plus d'être pilote, il est mécanicien et son emploi actuel est marchand d'instruments de musique. Alors pour l'anecdote, je ne savais pas du tout ce que Duménil avait fait entre Blériot et Farman, donc j'avais un trou de 2 ans pour mes recherches. Donc je me suis dit qu'il avait peut-être officié dans un autre atelier que je ne connaissais tout simplement pas. En fait non, notre cher pilote était tout simplement vendeur d'instruments de musique. Et donc, à l'Aéropostale, Duménil sera affecté à la ligne Casablanca-Dakar et sera logé au fort espagnol de Cap Julie, au Maroc, comme le reste de l'Aéropostale, dans les années 20.
Alors, avant de continuer, je voudrais juste vous remettre un petit peu dans les conditions de vol des avions au début du XXe. Donc déjà, un avion sur deux pouvait tomber en panne, évidemment en plein vol. Les postes émetteurs, donc ce qui permet de communiquer avec le personnel au sol, ne fonctionnent pas très bien. Déjà, au début, ils n'existent même pas. Mais comme ils ne fonctionnent pas très bien, au moment où ils existent, les pilotes embarquent avec eux un pigeon voyageur pour envoyer un message en cas d'accident. Si jamais vous tombiez en panne dans le désert, pas de panique. Il suffisait tout simplement de prendre le temps de déblayer, préparer le sol. Ensuite, vous vous couchiez les bras en croix dans le sable pour indiquer à votre camarade, celui qui, enfin j'espère pour vous, vient vous sauver, pour lui indiquer le sens du vent et faciliter son atterrissage. Si jamais vous faites kidnapper par un habitant du désert, pas de panique. Vous avez embarqué avec votre interprète pour faciliter la communication avec vos ravisseurs. Tout va bien se passer. Et surtout, n'hésitez pas à lâcher votre pigeon voyageur parce qu'on ne sait jamais. Si jamais vous ne pouviez plus communiquer avec l'avion qui, je l'espère pour vous, vous escorte. Pas de panique. Il ne vous reste plus qu'à sortir votre revolver, tirer quelques coups dans le ciel, en espérant avoir une réponse de votre collègue pilote. À la guerre, comme la guerre. Bon. Après, ça c'est Duménil, qui dans les années 20 s'amuse à Cap-Julie. Manifestement, ça n'a pas l'air de beaucoup l'embêter, ces conditions-là, et ses amis non plus. Donc la bonne ambiance, elle est là. Et donc, Maurice Duménil s'embarque dans l'aventure de l'aéropostale en 1927, il a 23 ans, et surtout, il sera aux côtés de trois personnalités très célèbres en France, Jean Mermoz, Henri Guillaumet et Antoine de Saint-Exupéry. Les trois pilotes emblématiques de l'aéropostale, dont le plus connu est évidemment Antoine de Saint-Exupéry. Petite anecdote, imaginez, vous êtes pilote, nous sommes dans les années 30 à peu près, vous volez au-dessus du Sahara, les ailes de votre avion sont couvertes de tissu, je vous le rappelle, et vous entendez ce bruit-là. Si vous avez un peu de chance, un avion vole juste à côté de vous. Vous êtes côte à côte. Au bout de quelques minutes de vol, changement de temps. Les habitants du désert vous tirent dessus pour vous forcer à atterrir, vous capturer et demander une rançon contre votre libération. Ça, c'est ce qui est arrivé à Rennes et à Serres, qui sont deux pilotes de l'aéropostale. Pendant que Rennes et Serres sont captifs, les autorités espagnoles enferment Duménil et les autres pilotes de l'aéropostale dans le fort de Cap-Julie que je vous ai montré précédemment. Interdiction de sortir, interdiction de communiquer avec l'extérieur, pendant que les autorités espagnoles discutent avec les ravisseurs de deux pilotes. Au bout de 2 semaines, ce qui est plutôt long, les Espagnols arrivent à un accord et acceptent de payer la rançon. Et donc, évidemment, il faut désigner quelqu'un pour aller envoyer un message, et c'est Duménil qui est désigné pour aller, je cite, jeter un message au-dessus du village des morts pour indiquer que la rançon va être payée. Donc là, je laisse la parole à Duménil. Nous partons. Au bout d'1 heure de vol, j'arrive au-dessus d'une tribu qui abritait une centaine de tentes. On m'avait prévenu que dans chacun de ces abris se trouvaient au moins 3 fusils. De nombreux chameaux étaient autour du campement. J'exécute une spirale pour attirer l'attention, je passe à 50 mètres de hauteur et fais signe à l'officier espagnol de lancer le message. Au même moment, une décharge de coups de fusil est tirée contre nous. L'espagnol me crie « Cachez-vous !» croyant que la toile de l'avion suffirait à me protéger. Alors évidemment, une toile suffit rarement à protéger le coup de fusil. Donc, la toile de l'avion s'est évidemment retrouvée complètement déchirée, le fuselage de l'aile s'est retrouvé quant à lui brisé, et résultat, l'officier espagnol a été décoré. Et Duménil, lui, est allé boire un café au lait à la santé des camarades qui venaient d'être libérés. Bon, il faut se souvenir quand même que toutes ces aventures ont un sens, parce que l'objectif de l'aéropostale, comme on l'a dit, est de livrer le courrier, donc techniquement, ce sont des facteurs d'ailleurs. Enfin, vous verrez que ce n'est pas si simple que ça. Le romancier français Joseph Kessel raconte les aventures des pilotes de l'aéropostale dans un ouvrage de Bruxelles intitulé Vent de sable, qui est ici sur ma table et là-bas sur le piano. Dans ce livre, Joseph Kessel parle de ce que l'on appelle la mystique du courrier. Pour les aviateurs de l'aéropostale, on ne doit jamais perdre le courrier, on peut risquer sa vie pour le livrer. Le courrier passe impérativement avant tout le reste. Joseph Kessel écrit « Le courrier est sacré ». Et donc, pour que vous compreniez bien ça, je vais vous raconter une autre histoire. Cela se passe à Saint-Louis du Sénégal en décembre 1927, alors que Duménil est encore un jeune pilote de l'aéropostale. Guillaumet et Saint-Exupéry, donc les deux célèbres aviateurs dont on a parlé, transportent le courrier dans un avion, tandis que Duménil les escorte dans un autre avion. Au bout de quelques minutes, rien ne va. Une traînée noire s'échappe de l'avion de Guillaumet et Saint-Exupéry. Le moteur s'arrête. L'hélice se met en croix, les deux hommes atterrissent dans la brousse comme ils peuvent, et puis Duménil continue à tourner encore un peu et finit par les rejoindre, pareil,
comme il peut. On décide que Guillaumet va prendre le courrier dans l'avion du Ménil, puisque c'est le seul qui fonctionne encore, et puis il reviendra plus tard chercher ses camarades juste après. Donc déjà, notez, le courrier passe avant le sauvetage des camarades qui vont sagement attendre dans le désert. Avec un avion qui ne décolle pas. Guillaumet décolle, sauf qu'au bout de 6 km, l'avion pique brusquement dans les dunes et disparaît sous les yeux horrifiés de Duménil et Saint-Exupéry. Donc les deux hommes, évidemment, tirent des coups de feu en espérant que Guillaumet répondra. Évidemment, pas de réponse, et donc ils se précipitent vers leur ami avec la boîte à pharmacie et la caisse à livres. Et là, je vous la fais courte, parce que c'est très long. Duménil et Saint-Exupéry marchent pendant près de 7 heures. D'abord dans un marigot, ils ont de l'eau jusqu'à la ceinture, avec risque de rencontrer serpents et scorpions. C'est trop compliqué. Donc ils reviennent sur leurs pas, ils contournent le marigot, ils ont les pieds enflés, il y a des épines partout, ils n'ont absolument rien à boire, à part 2 petites boîtes de lait qu'ils réservent pour Guillaumet, qui en a probablement plus besoin qu'eux. Saint-Exupéry, à ce moment-là, a la bonne idée d'avoir un début de jaunisse. Duménil, lui, est en forme, il marche trop vite, et Saint-Exupéry lui dit « Mais à quoi bon marcher si vite, puisque de toute façon, tu devras m'attendre ?» Ils finissent par trouver Guillaumet, qui dormait paisiblement à côté de son avion. Et là, c'est de nouveau cauchemar, plus rien à voir. On découvre que la nourriture est avariée à cause de la chaleur, on cherche des bergers, alors on trouve de l'eau, sauf qu'il y a de la poussière dans la bouteille, donc on ne peut plus boire. Évidemment, la nuit tombe au bout d'un moment, il faut allumer un feu, il faut éloigner les animaux sauvages, on se relaie pour faire le guet, éloigner les chacals, et pour passer le temps, Saint-Exupéry et Duménil se mettent à jouer aux échecs. Parce qu'à défaut d'avoir de l'eau et de la nourriture, à l'aéropostale, on sait se divertir. Le lendemain, 4 heures de marche, pour demander de l'eau à un Touareg, donc un habitant du désert qui ne vivait pas très loin. L'homme du désert lance un cri guttural quand les 2 pilotes demandent de l'eau. Pas de succès. À défaut de boire, nos pilotes cherchent à manger. Un troupeau d'animaux passe. Saint-Exupéry tue un sanglier pendant que Duménil le découpe avec une lame de rasoir, ce qui, j'imagine, a pu prendre un temps impossible. Saint-Exupéry est maintenant aussi malade que Guillaumet, alors Duménil se met à travailler sur le moteur et après plusieurs heures d'effort, il parvient à le faire tourner, pas avec autant de puissance qu'il l'espérait, mais son avion décolle, c'est la joie. Et à ce moment-là, 2 avions arrivent pour sauver les 3 aviateurs, c'est encore meilleur. Bon, alors les 2 avions arrivent et puis ils repartent sur le champ, parce qu'ils ne les ont pas vus, mais ils finissent par revenir. Et donc, on récupère le courrier d'un côté, Saint-Exupéry, Duménil et Guillaumet de l'autre, et devinez quoi, mesdames et messieurs, des traînées de fumée noire jaillissent de l'avion qui vient de sauver les 2 pilotes. Bon, mais heureusement, la panne se déclare au moment où ils arrivent à Saint-Louis, donc tout le monde est sauvé, et surtout, le courrier a été livré. Voilà, vous l'aurez compris, la vie des pilotes de l'aéropostale n'était vraiment pas simple. Il fallait avoir un physique solide, une tête bien faite, quand la lucidité vous quitte, parce que vous êtes malade, blessé, affamé, assoiffé. C'est votre résilience et les quelques euros qui vous restent à ce moment qui vous aideront à sauver votre vie et surtout à livrer le courrier. Bon, tout ça, vous y penserez la prochaine fois que vous irez à la poste de Cayenne. Mes amitiés. Bon, mesdames et messieurs, vous avez compris, le Saint-Exupéry dont on a parlé dans cette histoire, c'est bien évidemment celui qui a écrit Le Petit Prince. C'est également celui qui a reçu le grand prix du roman de l'Académie française pour son roman Terre des Hommes. Et à ce propos, avant de vous montrer la prochaine photo, je voudrais vous raconter une courte anecdote sur l'héritage qu'a laissé l'amitié entre Saint-Exupéry et mon grand-père. Quand j'avais 9 ans, à l'école, comme beaucoup d'enfants de 9 ans, on étudiait Le Petit Prince. Et moi, je connais un peu l'histoire de mon grand-père. Et donc, j'explique à ma voisine de table que mon papy, Maurice Duménil, il a volé avec Saint-Exupéry, et j'insiste sur le fait que Saint-Exupéry, c'est le monsieur qui a écrit le livre. Et si vous vous souvenez bien, au début du Petit Prince, on raconte l'histoire d'un aviateur qui s'écrase dans le désert du Sahara. Et moi, je dis à ma voisine que ça, c'est directement inspiré d'une aventure que mon grand-père et Saint-Exupéry ont vécue tous les deux. Sauf qu'elle ne me croit absolument pas. On a 9 ans, elle cheat, elle me traite de menteur. Sauf que moi, j'ai une photo qui le prouve. Et la photo, elle est dans mon salon, pas à l'école. Et j'ai 9 ans, la photo est ancienne, elle est fragile. Donc je ne peux pas l'emmener à l'école. Donc aux yeux de ma voisine, je suis resté jusqu'à aujourd'hui un menteur. Et donc j'en profite ce soir, mesdames et messieurs, pour restaurer mon honneur et ma dignité. Vous ne voudrez pas, parce que ça fait à peu près 19 ans que j'attends. La photo est là, et la photo... Donc Duménil ici, Saint-Exupéry ici, et si je ne dis pas de bêtises, c'est Guillaumet avec le chapeau, ici. Et ça c'est Rennes, c'est celui qui avait été kidnappé par les Touaregs dans l'anecdote du début, si vous vous souvenez bien. Bon. L'aventure de l'aéropostale, hélas, se termine en 1931, parce que la compagnie est mise en liquidation à cause de la crise mondiale de 1929.
l'État français va décider de rassembler les compagnies aériennes qui se multiplient pour créer la SCELA, qui regroupe donc Air Orient, la Cigna, Farman et Air Union. Bon, pour Duménil, l'aventure se termine un petit peu avant parce qu'il quitte l'aéropostale en 1929 avec 1300 heures de vol et 60 traversées du Sahara à son actif. On retiendra de lui qu'il a fait partie de ceux qui a effectué le plus d'atterrissages dans le désert pour aller sauver les copains. Et après l'aéropostale, Duménil rentre à Cigna, donc en 1929, Cigna qui deviendra Air France en 1933. Et donc, Duménil entame une autre partie de sa carrière comme pilote, mais dans un contexte un peu moins aventureux, sur la ligne France-Bucarest en Roumanie. Alors, je vais assez vite passer sur cette période de sa vie parce qu'elle est assez longue, et donc si je devais aborder cette partie, la conférence ferait le double de sa durée actuelle. Donc sachez tout simplement que pendant cette période, jusqu'à environ de 1933 à 1939, il accumule plus de 5000 heures de vol. Il se marie, il a un petit garçon, que vous voyez donc en bas à droite. Il est considéré comme un excellent pilote, l'un des meilleurs, et il est nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1934, à l'âge de 30 ans. Et il reçoit également la médaille d'or roumaine de la vertu aéronautique à l'âge de 33 ans. Je ne savais absolument pas que cette récompense existait. Et puis la Seconde Guerre mondiale éclate. Donc nous sommes entre 30 et 45, les choses ne sont évidemment faciles pour personne à cette époque. Maurice Duménil, lui, s'engage dans la résistance, parce qu'il est approché par le SOE, qui est un réseau de services secrets créé à Londres en 1940 par Churchill. Et la section française de ce réseau s'appelle Buckmaster, du nom de son créateur. Sous l'occupation, la mission de Duménil est de faire passer les Français de la zone occupée à la zone libre avec son avion en pleine nuit. Un soir d'avril 1944, alors que Duménil atterrit en zone occupée, il entend des Allemands, pas très loin de lui. Et sous le coup du stress, il dégaine 3 pilules qu'il avale sur le champ et il se met à courir le plus vite possible. Bon, quelles sont ces pilules exactement? Selon les mots de Duménil lui-même, dans un courrier qu'il rédige, il dit que ce sont des pilules qui décuplaient l'énergie à l'extrême. Alors moi, je me suis demandé ce que c'était que des pilules qui décuplaient l'énergie à l'extrême, parce qu'honnêtement, j'en veux. Le seul problème, c'est que d'après mes recherches, il s'agit d'amphétamine. Et donc je vous rappelle que l'abus d'amphétamine est dangereux pour la santé. Mais sachez malgré tout que c'était une pratique très courante chez les pilotes anglais pour garder leur lucidité pendant les très longs vols, et Duménil faisait partie d'un réseau de résistance anglais. Donc je trouve que ça tombe plutôt bien, donc à mon avis, il a tout simplement pris 3 pilules d'amphétamine, et je pense qu'à l'époque, elle devait être assez chargée. Et donc justement, ces 3 pilules d'amphétamine lui ont probablement sauvé la vie, puisqu'il a échappé aux Allemands, mais vont lui causer de gros problèmes de cœur, à tel point qu'il aura des crises cardiaques pendant ses prochains atterrissages. Et on imagine que c'est pas une bonne idée de faire une crise cardiaque quand on essaie de faire atterrir un avion. Et donc, après ses activités de résistant, il rentre au BCRA, qui est donc le Bureau de contre-espionnage, renseignement et action. Il est à la Direction générale des études et recherches, et il y reste jusqu'à la fin de la guerre, en 1945. Ceci dit, petite anecdote. Avant ça, en mai 1944, Duménil est touché à Marseille lors d'une mission pendant un bombardement. Il a des blessures à la tête et des éclats d'obus à la base de la colonne vertébrale. Donc, le rapport d'Air France indique qu'il n'a pas réussi à trouver de véhicule pour aller à l'hôpital, et donc il y est allé à pied. Après tout, il n'est pas pilote de l'aéropostale pour rien. En 1946, Duménil démissionne d'Air France parce qu'il ressent encore quelques faiblesses au niveau du cœur, et je pense tout simplement à cause de l'affaire des 3 pilules, et par conscience professionnelle, il préfère se retirer du métier. Bon, Duménil explique aussi qu'il n'aimait pas trop l'ambiance entre les pilotes d'Air France à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il a une idée, il part pour le continent africain. Il fonde une société d'exploitation de lignes aériennes qui s'appelle la SATA, S-A-T-A, pour Société africaine des transports aériens. Mais voilà, Duménil est approché par Robert Vignon, premier préfet de Guyane. Robert Vignon lui demande de bien vouloir transformer son projet africain en projet guyanais. D'ailleurs, ça tombe bien parce que le cardiologue de Duménil lui préconise justement un climat chaud pour son cœur, et sur ce plan, je pense que la Guyane vaut au moins tout aussi bien que l'Afrique. Maurice Duménil accepte. Et donc, il a à ce moment 11 000 heures de vol à son actif. La SATA décollera en Guyane plutôt qu'en Afrique et sera rebaptisée plus tard la SATGA en 1954 pour Société aérienne des transports antilo-guyanais. Maurice Duménil décide donc de s'installer en Guyane avec femme et enfants pour y créer les premières lignes régulières, un peu à cause de la guerre, un peu à cause des 3 pilules d'amphétamine, et à mon avis beaucoup pour l'aventure aussi. Alors, avant l'arrivée de Duménil en Guyane, l'histoire de l'aviation ici commence plus ou moins au début du XXe siècle, avec la création de la TAG en 1919, pour ceux qui savent, à Saint-Laurent-du-Maroni, TAG qui est l'œuvre du colonel Duterte.
Donc c'est une première compagnie qui subira un crash le 14 août 1922, qui signe donc la fin de la première tentative, qui n'aura duré que 3 ans. À noter que la PAG n'était pas une compagnie structurée comme le sera la SAPGA par la suite. Il s'agit bien d'un premier essai dans cette direction, mais disons que ce n'est pas encore ça. Alors on note l'arrivée de la Pan American Airways en Guyane dans les années 30, avec des hydravions, puis pendant la Seconde Guerre mondiale, la construction de l'aérodrome du Galion, toujours par la Pan American Airways. Jusque-là, on ne peut pas vraiment dire qu'il existe en Guyane un service d'exploitation de lignes aériennes au sens où on l'imagine aujourd'hui. L'aéroport du Galion se révélera utile pendant la guerre, ne tiendra pas très longtemps. Il viendra ensuite l'aéroport de Rochambeau, que tout le monde connaît, construit par l'armée américaine, puis exploité par la Pan American Airways jusqu'en 1954 pour le transport international de fret et de passagers. Alors à l'arrivée de Duménil en Guyane sont présentes les compagnies Air France pour les liaisons Guyane-Martinique, pardonnez-moi l'accent avec Cruzeiro do Sul pour le Belém Cayenne et KLM pour la ligne Paramaribo-Dakar. Alors toutes ces compagnies assurent des vols à l'international, mais le transport aérien dans l'intérieur du pays est quant à lui quasiment, voire tout à fait inexistant. Et donc, en 1949, Maurice Duménil quitte La Rochelle en bateau pour Trinidad avec un avion bimoteur baptisé Ciel de France, en pièces détachées en soute. Une fois que Duménil arrive à Trinidad, il a entièrement remonté l'avion avec l'aide de son aide-mécanicien, Maxime Le Breton, puis ils ont tous les deux décollé direction la Guyane. Au passage, beaucoup de gens m'ont demandé, voire m'ont affirmé que Duménil était le pilote qui pilotait l'avion qui a tué le député guyanais René Jadefar. Alors, je tiens à rétablir la vérité ici, puisque j'ai un micro dans la main. C'est tout simplement impossible, puisque Jadefar a décédé en 1947 et Duménil arrive en Guyane en 1949, 2 ans plus tard. Donc n'hésitez pas à rétablir la vérité autour de vous. Bon, juste avant son départ pour la Guyane, Duménil répond à une interview dans le journal Sud-Ouest La Rochelle. L'article est intitulé « Le pilote Duménil, ancien de l'Aéropostale, repart pour la grande aventure » et je lui laisse la parole. Nous partons pour la Guyane, où il n'existe pas de moyens de communication et où par conséquent la mise en valeur d'un pays plein de ressources est lente, décourageante. Nous allons créer là-bas un service de transport, passagers, ravitaillement, sanitaire. Il n'est pas douteux que nous y rendrons d'inestimables services à tout point de vue. Dans quelles conditions partez-vous ? Nous ne nous engageons pas tout à fait à l'aveuglette. Bien entendu, l'affaire a été étudiée sur place, mais tout est à créer dans les moindres détails. La main-d'œuvre sera appelée dès que nous aurons une installation provisoire. Mais les capitaux ? Nous ne sommes chargés d'aucune mission officielle. L'initiative est la nôtre, l'argent est le nôtre, l'argent des aviateurs. Nous avons des promesses de soutien, oui, du gouvernement, quand nous aurons obtenu des résultats tangibles. Et l'appareil ? Cette question glisse rapidement et il répond avec une pointe d'amertume non dissimulée. C'est un avion britannique d'un type qui date de 12 ans. Nous n'avons actuellement rien en France de possible, même pas les moteurs qui sont tchèques. C'est un bimoteur merveilleux pour ce que nous avons à lui demander. Il est spécialement conçu pour utiliser les terrains de fortune que nous devrons utiliser. Une bande de 200 mètres suffit pour décoller ou atterrir. 5 places, possibilité de transporter des malades sur brancard. Donc l'idée, c'est de faire reculer la misère et aider au développement économique de la Guyane. L'aviation doit devenir, je cite lui-même, un outil précieux, un outil de première grandeur. Donc Maurice Duménil et son aide-mécanicien, Maxime Le Breton, s'installent au camp laissé par les Américains après leur départ en 1949. Donc voici une photo de ce camp tel que les deux aviateurs l'ont trouvé à leur arrivée. Donc c'est la photo en haut à droite. Je ne l'ai pas mise en plus grand parce qu'elle est de très mauvaise qualité. Donc je vous montre également une photo du bureau de la SAPGA, place des Palmises, juste à côté de l'hôtel. Alors il y a beaucoup de gens qui ont réagi à cette photo et qui m'ont dit mais tout le monde sait ce qu'il y a aujourd'hui à la place de ce bâtiment-là. Voilà, et on m'a dit que vraiment décidément, ils ne s'y attendaient absolument pas. Voilà, je vous laisse aller voir pour ceux qui ne savent pas. Donc ça, c'est une photo de l'aérogare que je vous remets parce que celle-ci est de bien meilleure qualité, donc vous pouvez apprécier le travail de qualité de mon grand-père. Et voilà. Donc, concernant l'exploitation des lignes de la SAPGA, voici le programme au départ de Cayenne, tel qu'il était la première année d'exploitation de la société. Une par semaine, aller-retour, 3 fois Saint-Laurent-du-Maroni, 1 fois Saint-Georges de l'Oyapock, 1 fois Regina à Prouague, voyage à la demande sur ses parcours et pour Saül, bureau minier, ce dernier en moyenne 5 fois par semaine, largage au parachutage en divers points de la Guyane française,
La piste de Maripasoula, qui sera incessamment ouverte, sera utilisée une fois tous les 15 jours au début. Donc pour Saint-Laurent, les avions de la SATGA se posaient sur un terrain dégagé par la société Talon, situé sur l'île Portal. Et pour ceux qui ne savent pas, l'île Portal, c'est cette petite île qui se trouve sur le Maroni, juste entre le Suriname et la Guyane. Donc la SATGA parachutait des médicaments dans les zones inaccessibles, et des bandes d'envol ont été construites à Maripasoula, Regina, Sophie et Saint-Georges. La SATGA avait également la charge des avions Air France et KLM. Elle faisait l'entretien et la révision des cellules et des moteurs de son parc. En plus d'un matériel de pièces de rechange important, la SATGA possédait un matériel d'escale, à savoir un groupe électrogène de mise en route des moteurs, ou bien pour l'éclairage des avions, des chariots en bagages, des escabeaux, une bascule. Bon, voilà. Le préfet Robert Vignon, bien connu, dont je vous ai parlé précédemment, et qui restait en vie jusqu'en 1976, a dressé un bilan des 2 premières années d'activité de la SATGA. J'ai trouvé ce bilan extrêmement intéressant et je me suis dit que j'allais vous en lire une partie. Tout au long de ces 2 années, les lignes Cayenne-Saint-Laurent et Cayenne-Saint-Georges ont été desservies avec régularité et sécurité par le vaillant bimoteur monospar Ciel de France, conduit par le pilote de grande classe du Mille. Depuis décembre 1950, la SATGA a parcouru 92 745 km, a transporté 949 personnes et en supplément plus de 100 enfants en bas âge. Le fait de n'avoir qu'un appareil de faible tonnage a fait perdre la possibilité d'effectuer des transports plus importants et plus nombreux. Si l'on se réfère à la seule activité du mois de novembre 1951, on constate 23 voyages aller-retour entre Cayenne et Saint-Laurent, 9 entre Cayenne et Saint-Georges. Pour que ces vols fussent possibles, un entretien de premier ordre sur l'avion était nécessaire. Le climat de la Guyane, chaud et humide, exige pour les moteurs et la cellule des soins constants et minutieux. L'éloignement des centres industriels a obligé la SATGA à avoir un stock de matériel important, les prévisions s'étalant au moins sur 6 mois d'avance pour les commandes et 3 mécaniciens de plus. Il est possible de partir de Cayenne, passer quelques heures à Saint-Laurent-du-Maroni et être de retour le soir. Une expédition de ce genre aurait demandé, avant l'arrivée de la SATGA, plus d'1 mois d'absence, et dans quelles conditions? Alors la suite du rapport est très édifiante parce qu'elle vous montre les ambitions que Robert Vignon avait pour la Guyane au début des années 50. Écoutez, l'espoir de voir s'installer des terrains d'aviation tous les 50 km environ à l'intérieur de la Guyane n'est nullement abandonné. La piste d'atterrissage de Salut sera ouverte dans le milieu de l'année, d'autres sont à l'étude. Alors plus de 70 ans plus tard, ça fait quand même drôle d'entendre qu'il devait y avoir des terrains d'avion tous les 50 km à l'intérieur de la Guyane. Monsieur Caram. Bon, sachez que Maurice de Ménil était également pilote d'hélicoptère. La SATGA a fait venir d'ailleurs le premier hélicoptère de Guyane vers 1952. Donc l'article de gauche qui parle du fameux hélicoptère que Duménil a fait venir ici en 1952. Alors ce qui est intéressant avec cet appareil, bon, il ne volait que pour les missions sanitaires, mais lors du premier vol, Duménil s'est entre guillemets amusé à le poser sur le toit du magasin Bata, au centre-ville de Cayenne, pour prouver qu'il était possible de réaliser ce genre de mission sanitaire un peu partout en Guyane. Après tout, si c'est possible dans le centre-ville de Cayenne, pourquoi pas ailleurs? Le succès de la SATGA s'explique en partie par des besoins spécifiques à la Guyane, la recherche aurifère notamment. En 1954, le bureau minier guyanais décide de faire de la prospection du côté de Saül. Sauf que, évidemment, la piste forestière est très difficile à exploiter, ce qui crée, comme vous l'imaginez, un gros trafic aérien. Alors, par gros trafic, évidemment, tout est relatif, on se remet dans le contexte. Ce que j'appelle gros trafic aérien, c'est plus d'une quarantaine de passagers en 3 mois. Donc, sur la gauche, c'est une carte très banale, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est celle du Midi, et si on regarde de plus près, on voit qu'elle a été annotée au stylo par lui-même, et évidemment, c'est une carte qui fait partie des fonds privés. Donc, du fonds privé de Duménil, à droite, une petite affiche que je vous laisse découvrir. Donc, le trafic vers Salut sera tellement énorme que le bureau minier guyanais va demander à Air France d'affréter un DC-3. Et rien qu'au mois de décembre, on compte 108 vols Cayenne-Salut. Au cours de la décennie 1950, la SATGA se développe. Personnel navigant passe à 3 pilotes, 2 mécaniciens et un personnel complémentaire d'atelier. Outre les transports réguliers imposés par le département, la SATGA va effectuer de nombreux transports à la demande, en Guyane hollandaise, et puis aussi des opérations de parachutage, comme nous l'avons déjà vu, pour le compte d'entreprises locales. L'année suivante, ce premier bilan, dressé par Robert Vignon, Maurice Duménil sera fait officier de la Légion d'honneur, et pour rappel, il avait été déjà fait chevalier de la Légion d'honneur en 1937.
En ce qui concerne les conditions de vol en Guyane, Maurice Duménil insiste, le service qu'il va créer doit être régulier. Jamais de retard, jamais d'irrégularité. Cette rigueur n'empêchait pas le côté folklorique des embarquements, parce qu'il n'était pas rare qu'il y ait des personnes qui arrivent évidemment en retard au moment du décollage, et il fallait alors les attendre. Ces personnes n'étant pas prévues, il fallait faire de la place dans l'avion, et pour ça, on retirait en fait tout ce qu'il était possible de retirer, et qui n'empêchait pas l'avion de voler. Ce qui fait qu'on pouvait se retrouver avec une espèce de squelette d'avion pour que tout le monde puisse tenir à l'intérieur. En plus de ça, on a retrouvé ici aux archives des courriers de Duménil demandant aux éleveurs de bien vouloir retirer leur bétail des pistes d'atterrissage pour faciliter les manœuvres. Merci. Bien sûr, Duménil assurait également le volet sanitaire et il pouvait lui arriver de se lever en pleine nuit pour aller effectuer des évacuations. En cas de panne en plein vol, Duménil avait trouvé une solution. Il repérait un très gros arbre et venait s'asseoir dessus. Comprendre, s'asseoir, il s'arrangeait en coin pour poser son avion sur l'arbre. Dans le fond de son avion, il y avait une corde d'alpiniste de 50 mètres de long qui lui permettait alors de regagner le sol. Et justement, un jour, il y a eu une panne, parce qu'un oiseau s'est pris dans l'hélice de l'avion. Le problème, c'est que la panne s'est déclarée près de la côte, et donc il n'y avait pas d'arbre. Bon, ça s'est bien fini, parce qu'il s'est tout simplement posé dans la savane. Alors, il y avait des passagers dans l'avion ce jour-là, donc ce fut un régal pour les moustiques, mais on va dire plus de peur que de mal. L'aventure de l'aéropostale n'est jamais bien loin. En plus de ces conditions, le climat de la Guyane posait quelques problèmes au niveau de la conception des avions. Par exemple, en septembre 1952, une des pales de l'hélice du moteur droit s'est brisée en plein vol. Le problème, en fait, c'est que les hélices étaient en bois. Duménil les avait fait expressément fabriquer pour avoir un meilleur rendu aérodynamique, ce qui, selon son expérience, n'était pas faux et fonctionnait. Mais je pense qu'il avait sous-estimé la chaleur et l'humidité du climat guyanais. Et je précise que pourtant, les hélices avaient été homologuées par le bureau d'essai Veritas. Comme quoi. Bon. En plus de ses activités de pilote, Duménil construit, pour le confort des voyageurs, un grand complexe qu'il baptise le guest house. En fait, il s'agit d'un bar-restaurant, salle de conférence, qui sera plus tard agrémenté d'un petit zoo. Donc disons que le guest house, c'est un peu le lieu de réunion du beau monde de Cayenne. On y fait la fête, on s'y retrouve pour parler affaires, pour se détendre. Et donc, moi, je ne suis jamais allé au guest house, plutôt j'y suis allé, mais pour la première fois il y a un peu moins d'1 an, à l'occasion de la réalisation d'un documentaire sur l'aviation. C'est une visite qui n'était absolument pas prévue ce jour-là, c'était une première. Le réalisateur a décidé de filmer le moment où je découvre la maison de Maurice Duménil. Et donc je vous invite à découvrir ce qu'il reste du guest house avec moi. Maurice Duménil avait fait construire un guest house à proximité de l'aérodrome. Habitation familiale mais aussi lieu de vie, de rencontres et d'échanges pour tous les aviateurs et notables de Guyane. Son petit-fils Rémi découvre cet édifice mythique, aujourd'hui avalé par la jungle. Là on est au guest house. Donc le guest house c'est la maison de mon grand-père et la maison de mon père. Donc c'est pas une simple maison, c'est vraiment un grand complexe. Il y avait un restaurant, il y avait un bar, il y avait un zoo, une piscine. C'est là que Maurice Duménil, mon grand-père, s'est installé donc à Rochambeau. C'est là que mon père a été élevé. Alors, en parlant du guest house, je vais vous raconter une petite anecdote. Maurice aimait bien faire la fête. Et parfois, tard dans la nuit, les voisins de l'aérodrome, agacés par la musique trop forte, par le tapage que faisaient les invités, ont fait appel aux gendarmes qui logeaient pas très loin. Donc, on demande aux gendarmes d'intervenir, on demandait à ces personnes de se calmer, il est tard, etc. Maurice Duménil laisse à peine parler le fonctionnaire et en guise de réponse, d'un coup sec du plat de la main, lui frappe le dessus de la tête et lui enfonce le képi jusqu'aux yeux en lui disant « Tu ne vas pas commencer à m'emmerder », ce qui déclenche un fou rire général dans l'assemblée. Alors cette anecdote-là m'a été racontée par un cousin de la famille, mais il se trouve que j'ai trouvé ici aux archives un dossier sur cette affaire, dans la série Justice, ce qui confirme que tout est vrai, même la phrase que Duménil a adressée aux gendarmes. Donc c'est véridique, c'est sûr. Bon, pour l'anecdote, le lendemain, il a invité le gendarme à boire un verre à la maison pour se réconcilier, mais enfin, quand même, ça vous donne une petite idée du tempérament du monsieur. Enfin bon, en 1955
l'aménagement de la route Cayenne-Saint-Laurent et le départ du bureau minier guyanais, ainsi que la société minière Sophie, va provoquer, hélas, le déclin progressif dans l'exploitation des lignes de la Sadga. Donc la société du Ménil est subventionnée par les départements, ce qui est un avantage, mais malgré tout, il devient de plus en plus difficile de satisfaire les conditions d'exploitation imposées. Et donc, en 58, et de plus, en 58, Maurice Duménil est frappé d'un infarctus du myocarde. Pendant 8 jours, on lui administre 3 fois l'extrême onction. Et ce n'est qu'en 1960, suite à un traitement sévère et une visite médicale du centre officiel du personnel navigant, qu'il est de nouveau reconnu apte à être pilote de ligne. Il est quand même tenace. 1er janvier 1964, le Conseil d'État décide de retirer à Maurice Duménil l'exploitation de la Sadga après 15 ans d'activité et de développement. Alors je n'ai pas trouvé les raisons officielles de cette décision, mais il y a fort à parier que ce soit à cause de l'état des avions. Parce qu'en réponse à cette décision, Duménil a assuré qu'il ferait venir en Guyane des appareils modernes et neufs. Les avions ont été livrés d'ailleurs 6 mois plus tard, 6 mois après la promesse, en juin 1964. Malgré ça, la Sadga n'a toujours pas récupéré son autorisation d'exploitation. C'est là que va naître le projet des transports aériens anti-Guyane, donc la TAAG pour les Antilles, pour compenser le problème de transport, qui à ce moment-là se pose, puisque la Sadga ne peut plus exploiter ses lignes. Et Maurice Duménil va proposer quelque chose que je trouve très original, surtout pour la Guyane. Il monte un dossier pour la création d'une entreprise de location de taxis aériens et de location d'aéronefs sans pilote, ici. Duménil ne pourra jamais concrétiser son projet, d'ailleurs il ne retrouvera tout simplement jamais sa licence d'exploitation, puisqu'il décède d'une crise cardiaque, une de plus, fatale cette fois-ci, le 30 décembre 1967, quelques mois après avoir monté le dossier. Voilà, donc, vous vous en doutez, sa mort a été largement relayée dans la presse, en Guyane comme en France. On rappellera toujours qu'il a été pilote de l'aéropostale, qu'il a été l'un des premiers millionnaires de France. Alors millionnaire, évidemment, qui n'a rien à voir avec l'argent. Il s'agit tout simplement des premiers à avoir dépassé les 1000 heures de vol. Maurice Duménil décède le 30 décembre 1964. Il est inhumé à Matoury, avec sa femme, donc ma grand-mère, dans le petit cimetière du bourg, juste à l'entrée de la commune. Donc vous reconnaîtrez facilement sa tombe, parce qu'il y a des ailes sur la plaque, évidemment. Sachez que si vous êtes venu à cette conférence sans savoir qui était Maurice Duménil, c'est tout à fait normal, parce que c'est un nom qui est un peu tombé dans l'oubli pendant plusieurs décennies, jusqu'à environ ces 10 dernières années. 2 rues portent son nom, comme l'a dit M. Reich, une à Cayenne et une à Matoury. D'ailleurs, le collège Concorde de Matoury a été baptisé Maurice Duménil, tout comme la salle de bagages de l'aéroport de Rochambeau, au passage. Donc je vous laisse chercher la petite plaque sur laquelle apparaît sa photo, la prochaine fois que vous reviendrez de votre voyage parisien. Je crois d'ailleurs que c'est la première fois, je suis même certain, que l'on consacre une conférence entière à Maurice Duménil. Vous aurez compris que c'est aussi l'opportunité pour moi de me motiver à aller un petit peu plus loin dans le futur sur ce sujet. Il faut savoir qu'un cousin de la famille, Gérard Pion, a déjà déblayé le chemin pour nous, et que sans lui, cette conférence n'aurait probablement pas été possible. D'ailleurs, je voudrais vraiment très sincèrement le remercier pour son admirable travail de recherche. C'est absolument dingue ce qu'il a fait. Il s'est énormément déplacé, il a envoyé des lettres, il a passé des coups de fil et il a produit un fichier Word de 276 pages A4, matière brute, ainsi qu'une centaine de photos. Faute de santé et de moyens, la rédaction de la biographie de Duménil ne lui est tout simplement pas possible. C'est la raison pour laquelle il m'a appelé et qu'il m'a demandé de reprendre le flambeau. Le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de temps, mais je lui ai fait la promesse que quand j'en aurai, je m'y mettrai très sérieusement et que donc la biographie de Duménil verra le jour. Toujours est-il que cette conférence fait un peu office d'acte fondateur de ce projet, et quel meilleur endroit que les archives pour commencer. Le fonds privé de Maurice Duménil a été déposé ici et classé par mes soins, aux ATG, ça fait à peu près 1 an, donc évidemment vous pouvez librement et gratuitement le consulter. Une partie des documents que j'ai utilisés provient également des ATG, donc j'en profite pour vous rappeler que le service des archives est essentiel pour les futurs travaux en histoire, mais également pour les travaux personnels en généalogie, pour les documentaires, pour la radio, pour la mémoire guyanaise tout simplement. Je rappelle que c'est un service public ouvert à tous, de 8h à 14h, sans condition et gratuit. Pour terminer avec Maurice Duménil, je pense qu'on a vraiment eu la chance d'avoir eu un homme aussi dévoué à ce territoire. Il était passionné par l'aviation, tourné vers les autres, prêt à vivre des situations périlleuses, à prendre des risques. Tout simplement parce que ça lui tenait vraiment, très sincèrement à cœur, parce qu'il pouvait apporter quelque chose à des gens qui, à un moment donné, en avaient besoin. Après tout, il faut des hommes prêts à vivre de grandes aventures pour que la Guyane décolle. Merci de m'avoir écouté, mesdames et messieurs.
Alors, peut-être que j'ai mal entendu parce que j'ai peut-être parfois des petits problèmes d'audition. C'est Bugmaster ou Bushmaster? Buck. Bug. B-U-C-K-M-A-S-T-E-R. Rien à voir avec Carole. Ah, Buck, non, d'accord, je vois. C'est Buck. Donc, moi, je vais l'apprendre, même si je connaissais un tout petit peu, mais pas aussi bien cette histoire-là. Donc, c'est encore un nouvel exemple des rapports qu'a eu la Guyane avec la Seconde Guerre mondiale. Puisque entre les Guyanais qui sont partis défendre la patrie, entre Félix Éboué, entre le galion construit, comme tu l'as dit, par les Américains, entre Bonneville, comme l'a rappelé M. Caram, qui a été un grand résistant, entre également le fait que Klaus Barbie se soit, l'avion qui l'a ramené en France, se soit posé à Rochambeau à l'époque. Donc là, c'est encore, avec ton grand-père, un nouvel exemple des relations qu'a eu la Guyane avec la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est vraiment dommage, s'il y a des gens du rectorat, de l'académie dans la salle, c'est que on n'apprend pas ça aux enfants de Guyane. Voilà. Mon fils, actuellement, est en 3e. La Seconde Guerre mondiale fait partie du programme scolaire. Et quand je lui pose la question, qu'est-ce qu'on te montre, qu'est-ce qu'on te dit de la Guyane et de la Seconde Guerre mondiale, la réponse c'est rien. Or, nous avons des relations avec cet événement mondial et c'est un peu dommage. Merci. Je voulais justement savoir, est-ce que c'est prévu des conférences auprès des élèves de lycée et de collège? Parce qu'effectivement, je pense qu'il faut que nos enfants soient sensibilisés et connaissent mieux leur histoire. Alors, on n'a pas encore fait de proposition, mais s'il y a quelqu'un dans la salle, c'est avec grand plaisir. Effectivement, je connais le général Crozet, qui, lorsque je lui ai appris que Maurice Duménil avait fait sa vie en Guyane, entre autres, il tombait des nues. Il m'a dit, je ne connais pas du tout cette partie de la vie de Maurice Duménil. Et je lui ai envoyé, oui, il est tombé des nues, il est retraité de l'armée d'air, mais il est quand même toujours instructeur. Et surtout non, il me dit, vous m'apprenez quelque chose. Voilà. Mais oui, il connaissait Maurice Duménil. Tout à fait, bien sûr. Mais pas la partie du gouvernement. Pas la partie du gouvernement. Comme ça, c'est intéressant. J'avais un commentaire et une question. Commentaire, je trouve triste de constater aujourd'hui en 2023 que la Guyane était mieux desservie dans son environnement régional à cette époque-là qu'aujourd'hui. C'est compliqué pour se rendre visite à nos voisins. Et ma question, est-ce que du coup votre grand-père a transmis le virus de l'aviation à sa famille? Alors, à son fils, oui. Il se trouve juste là. Il pourrait le raconter mieux que moi, mais il a également passé sa licence de pilote. Et c'était plutôt pratique puisqu'il vivait donc à Rochambeau. Et donc son instructeur était de Vicky. Mais je n'ai pas pu continuer. Mais par contre, moi, ce qui est très embêtant quand je vais à l'anglais, parce que vraiment, je ne comprends rien. J'ai connu M. Duménil dans les années 50. La première fois que je l'avais vu, c'était au stade scolaire. Pendant la quinzaine républicaine, il nous a fait une démonstration avec son avion. Et quelques années plus tard, dans les années 60, j'ai travaillé à la SADGA, à Guest House. Wow. Et son fils, vous me dites que son fils est ici, je pense que c'est Patrick. Oui, c'est ça, justement. Bon, Patrick, c'est Alouda. Et il y a eu beaucoup d'anecdotes. Et justement, cette histoire de policier qui était venu demander du silence, il a dit avant, c'était la police, il était tout seul. Les autres sont arrivés, ce sont les autres à s'adapter. Bon, je ne dirai pas plus. Merci beaucoup. Je crois que j'ai été le premier enfant de 5 ans à voyager entre Cayenne et Saint-Laurent dans les années 50. Mais j'aurais souhaité que vous puissiez me rafraîchir la mémoire. Est-ce que c'était bien apportable que la saga avait atterri à cette époque ou est-ce que c'était sur la piste actuelle, la piste d'atterrissage actuelle? Moi, de ce que j'ai retrouvé, c'était vraiment sur l'île Portal. Parce qu'il avait aménagé l'île Portal pour que les lignes puissent atterrir là-bas.
dans la tête, mais je n'ai pas les noms. Alors moi, je ne les ai pas, mais la personne qui est à votre droite. Il y en a un qui s'appelait, il avait toujours une pipe dans sa bouche. En fait, il fumait, il aimait bien. Monsieur José Dormois, on appelait d'ailleurs la pipe. Oui, d'accord, la pipe. Mais moi, c'est des réminiscences très vagues parce que j'étais petit. Hein. J'ai dû faire d'autres bons voyages avec mon père, puisque mon père aussi était un pilote et de temps en temps, bon, il partait comme ça avec son ami M. Maurice Duménil. Mais il ne travaillait pas. Hein. Mais il était souvent, d'ailleurs, au guest house. J'ai mangé souvent au guest house et j'ai joué à Patrick près du petit zoo que votre père avait construit, un petit zoo, je me rappelle. Oui. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. Merci.